L'enseignement technique et la formation professionnelle se trouvent au cœur des stratégies de développement du Bénin face aux défis de l'emploi et de la compétitivité. Des réformes profondes sont en cours actuellement dans notre pays. Pour décrypter ces changements, nous avons l'honneur ce dimanche de recevoir Espedi Wessou. Il est ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Notre discussion va s'articuler autour de 3 points essentiels. Nous reviendrons d'abord sur la création de ce poste de ministre conseiller, sa signification et ses implications pour la gouvernance du secteur de l'ensemble de la politique gouvernementale. Ensuite, nous dresserons un état des lieux précis de l'ETFP au Bénin, ses acquis et les marges de progression. Enfin, nous aborderons l'actualité politique nationale et son évolution à moins d'1 an des élections générales de 2026. Monsieur le ministre conseiller, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Zone Franche. Merci. Voilà, merci d'être avec nous pour ces moments d'échange. Vous êtes sur Zone Franche, je le disais. Vous avez toute l'attention des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et que je salue d'ailleurs pour leur fidélité. Éric Guédénon, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounou. Monsieur le ministre conseiller, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour cet exercice. Nous allons commencer par évoquer la pertinence de la création de postes de ministre conseiller. Bon nombre de Béninois continuent encore par se poser la question, est-ce que cette option, elle est juste, justement? Alors, au-delà de toutes les explications fournies déjà pour justifier la création des postes de ministre conseiller, qu'est-ce qui justifie, selon vous, l'opportunité d'une telle décision? Merci beaucoup. Vous me permettrez de dire bonjour aux téléspectateurs que j'ai vus il y a très longtemps. Très longtemps. J'ai vu il y a très longtemps. C'est un réel plaisir pour moi de revenir sur Canal 3 pour cette activité. Je sais que vous avez posé plusieurs fois la question de la pertinence quant à la création d'un poste de ministre, enfin, du collège de ministres conseillers dans l'architecture gouvernementale. Je dois dire tout de suite que le poste se justifie par, disons, l'efficacité. C'est l'accroissement de l'efficacité de l'action gouvernementale qui justifie la création de ce poste. Pourquoi je dis ça? Les ministres conseillers, dans l'attribution qu'on leur a donnée, il y a 2 points importants. Ça se trouve aux alinéas, disons, 4, 5 et un peu 6. Dans l'alinéa 4, on dit « assure le suivi sur le terrain de l'exécution des décisions et des directives du chef de l'État et le traitement des dossiers soumis au cabinet du chef de l'État. » Donc vous notez clairement que c'est le suivi sur le terrain de tout ce qui est exécution de l'action gouvernementale. Et bien, chacun dans le domaine qui est le sien. Je descends d'une ligne, je suis donc à l'alinéa 5, ouais. Et je retrouve encore fait le suivi de la mise en œuvre des projets, réformes, programmes et initiatives du gouvernement en relation avec la cellule de suivi de la présidence de la République, des ministères sectoriels, des entités en charge de l'exécution des programmes d'action du gouvernement. Ce point de suivi est revenu 2 fois. Ça veut dire que l'ossature, que le dur de la mission du ministre conseiller, c'est de s'assurer que la décision qui a été prise au gouvernement a connu l'exécution dans l'esprit et dans la lettre de ce qui a été pris par le gouvernement pour cette activité. Ça vous éloigne ce que vous connaissez déjà. Parce que là, en tant que membre du gouvernement, auprès du chef de l'État, si nous allons, par exemple, dans le Borgou, pour aller voir si les classes qui ont été promises dans le PAG de
que tout a été construit et bien construit dans les normes, nous voyons ça directement et nous rendons compte en Conseil des ministres. Vous allez me demander certainement qu'est-ce que les autres débranchements de l'administration font. Absolument, puisque même au niveau du ministère, il y a tellement de mécanismes de contrôle de suivi. Vous savez aussi que tous ces systèmes de contrôle classiques existaient. Et pourtant, beaucoup d'actes déviants ont été commis. Mais le chef de l'État a engrangé beaucoup de résultats. Vous êtes là il n'y a pas longtemps. Si ça avait autant dysfonctionné, on n'aurait pas eu ces résultats-là dont se vante le régime aujourd'hui. Je peux vous dire, messieurs les journalistes, qu'un contrôle du rang ministériel n'est pas un contrôle du rang de cabinet. Dites-nous tout alors, qu'est-ce que ça implique? On a élevé ce poste au rang de ministre. Ça veut dire quoi? Les ministres conseillers, à l'entame, suivent l'élaboration du projet du gouvernement, puisqu'ils assistent au comité interministériel du gouvernement. Ils s'assistent au travail du gouvernement. Donc, ils ont suivi tous les débats qui ont précédé à la prise d'une décision. Cette décision a été mise en œuvre. Le ministre conseiller se porte encore sur le terrain pour aller expliquer aux populations pourquoi on a fait ce choix de solution au lieu que tel autre choix. Et nous avons 77 communes, 12 départements. Cet écart de compréhension entre le gouvernant et la population est une chose dont tous les gouvernants se sont plaints depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Eh bien, l'innovation que le président de la République a apportée dans l'architecture gouvernementale, que bien qu'étant tous ministres, certains sont des ministres de portefeuille, dont l'activité est essentiellement l'élaboration des tests et tout, et c'est fatigant, qui font leur travail à 70, 80% dans le ministère, pendant que le ministre conseiller, qui est un complément de l'activité ministérielle, opère à 70-80% sur le terrain. De sorte que, ayant tous participé à la prise de décision, ayant mis en œuvre la décision, nous nous assurons, comme l'a dit le décret, nous nous assurons que c'est exactement ça que le gouvernement veut. Et nous rendons compte directement au chef de l'État ou au gouvernement. Vous dites là que les rapports hiérarchiques... Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, oui. Nous participons, puisque nous sommes des ministres d'obédience politique, nous participons à la remontée des ressentis des populations que nous transformons avec les ministres de portefeuille en projets qui sont encore reversés dans les travaux du Conseil des ministres. Donc, à l'entrée, nous sommes là. Pendant qu'on fait, nous sommes là. Et à la sortie, nous sommes là pour aller expliquer aux populations pourquoi on l'a fait comme ça. Et si éventuellement il y a des corrections à faire, les ministres conseillers ont également comme rôle de ramener les remarques pour que... Faire des recommandations. Faire les recommandations pour que le gouvernement corrige. Vous l'avez dit, les rapports hiérarchiques, vous rendez directement compte au chef de l'État. Ça veut dire que si vous faites un constat qui n'est pas reluisant sur le terrain, le ministre de portefeuille, vous n'avez rien à foutre avec lui, vous rendez directement compte au chef de l'État. Le thème n'est pas juste. On ne dit pas ça d'un ministre. On ne dit pas on n'a rien à foutre, non. Je prends un exemple concret. Les ministres conseillers sont allés sur le terrain. Je vais parler du cas de mon département. Il y a environ 3 mois. Partout où on est passé, même pour des ministres qui ne sont pas dans mon secteur, et qui ont des parents dans les 12 départements, il est arrivé un problème de CQM qu'on avait passé depuis 2023 et dont les diplômes n'ont pas encore été remis. Alors on s'est réunis en tant que, puisque nous avons tous capté cette information du terrain, eh bien le ministre conseiller ne va pas voir directement le chef de l'État. Le ministre conseiller se rapproche des 2 ministères en charge de l'organisation des certificats de qualification
au métier. Et en avançant dans le suivi, on s'est rendu compte que lors de l'inscription au départ, les noms n'avaient pas été bien inscrits. Donc il était devenu difficile de délivrer les diplômes. Eh bien, une fois que cette question a été soulevée unanimement par le collège des ministres conseillers, la question a été prise à bras le corps. Et je peux vous assurer que ça allait très vite, puisque ça impactait environ une soixantaine de Béninois dans les différents métiers. Donc voilà un peu l'autre aspect de notre travail sur le terrain. Actuellement, il y a encore plein. Un troisième aspect, vous nous avez vu à Dassa, sur le site d'épuration de l'eau. Il y a un barrage qui a été fait à Idjoko. Tous les ministres conseillers étaient partis. Pour reliever l'importance que constitue l'eau et le sérieux qui a caractérisé la réalisation de l'ouvrage. Pour que plus jamais, dans une région qu'on disait pas apte à produire de l'eau, qu'aujourd'hui ce soit une réalité. Ça, c'est les grandes réalisations du chef de l'État, surtout pour les objectifs de l'ODD. On a constaté que les ministres conseillers passent le clair de leur temps sur le terrain, dans des tournées, dans des visites de terrain. Visiblement, c'est l'option terrain uniquement qui est choisie. Dans la réforme de l'enseignement technique et professionnel, ou dans le système éducatif en général, on est habitué au ratio. Et je vais copier d'abord ce qu'on fait. Et je vais venir sur ma question après. Bien. Dans l'enseignement, nous avons 80% de nos apprenants, disons 70 apprenants dans l'enseignement moyen général et 30% dans l'enseignement technique et professionnel. La nouvelle révolution, c'est de faire 70% dans l'enseignement technique et professionnel et seulement 30% des apprenants dans l'enseignement moyen général, à cause des choses que vous connaissez déjà. Maintenant, à l'intérieur de la formation professionnelle et technique, c'est 70% de la masse horaire est consacrée pour les cours pratiques et 30% pour les cours théoriques. Et donc, je vais emprunter le même langage que ce qui est prévu dans la réforme de l'enseignement, en vous disant le travail du ministre conseiller, c'est 30%, 20 ou 30% au bureau, 70% sur le terrain. Ça peut être clair comme ça, si on peut schématiser comme ça. On voit plus clair. C'est plus clair maintenant. Et ça vous permet d'atteindre un niveau d'efficacité record? Nous avons fait le premier bilan. Dans le secteur qui est le mien, j'ai été en 3 mois dans 31 établissements, écoles et lycées. J'ai fait 40 réunions. J'ai traversé 9 départements sur 12 et 24 communes en 3 mois. Avec quel résultat? C'est surtout le plus important. Le résultat, c'est un changement d'attitude des populations. Avec quoi vous l'avez mesuré? Très bien. Lorsque vous finissez une rencontre, puisque des rencontres que nous avons, on a rencontré 5200 personnes. La grande majorité, sinon la quasi-totalité, quand ils sortent de la salle, ils disent « Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Pourquoi on n'a pas créé le poste de ministre conseiller plus tôt? On est content parce que vous êtes venu rester avec nous pendant 2 heures. Vous avez écouté tous les problèmes. » Et ces témoignages, vous les avez eus où? Je les ai eus dans tout. Je vais vous donner tout à l'heure quelque chose que vous allez présenter, qui est un témoin parmi tant d'autres. Donc, ils disent, pourquoi vous n'êtes pas venu nous expliquer? Vous nous avez laissé prendre de mauvaises positions. Et maintenant que vous nous avez expliqué, nous avons compris pourquoi le gouvernement a pris telle décision. Si nous n'avions pas été là, beaucoup d'incompréhension seraient laissées sur le terrain. Nous n'avons pas fini. On vient de faire à peine, je crois, 3 mois. Et nous sentons déjà que, à force d'expliquer, les populations comprennent pourquoi le gouvernement a pris telle décision au lieu de telle autre décision. Dans mon secteur, je vais donner un exemple.
vous avez démarré, on a demandé aux mairies de mettre à disposition des lycées techniques agricoles 1000 hectares pour les champs et 30 à 50 hectares pour les bâtiments. Les gens ont dit, mais c'est trop. À 1000 hectares, c'est trop. Certains ont dit, ah, est-ce que ce n'est pas un moyen de nous confisquer nos terres? Et nous sommes allés sur le terrain. On leur a expliqué que dans le nouveau programme qu'on va commencer par dérouler, l'élève qui a fini, l'étudiant qui a fini, l'apprenant qui a fini dans les lycées techniques agricoles, à la fin du cycle, il ne sera plus un étudiant ordinaire. On lui remet environ 15 hectares et on le laisse seul. Il a pour objectif, avec ce qu'il a appris, de rentabiliser cet espace de façon à dégager les ressources qui aideront à couvrir les charges du lycée. C'est ça que nous avons appelé les unités économiques à vocation pédagogique. On y reviendra. Oui. Allez, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est le fonctionnement, c'est les déplacements sur le terrain. Cela nécessite beaucoup de moyens, n'est-ce pas? Justement, comment ce volet est-il géré? Parce que c'est ce sont des questions que beaucoup se posent à votre nomination. Tout à fait. Nous sommes dans une période, pour dire sincèrement, une période expérimentale. L'idée, le décret a été pris en janvier-février 2024. Vous avez vu le temps que le chef de l'État a mis à nommer les ministres conseils. On les a nommés en décembre. Ça veut dire que la réflexion continuait. Puisque on a trouvé que c'est nécessaire d'ajouter ce collège pour que l'action gouvernementale ait plus d'impact. Le temps mis et les réflexions qui ont précédé ont conduit à la démarche d'un homme d'affaires. Lorsque vous avez une innovation que vous voulez essayer, on n'y met pas beaucoup de moyens. Actuellement, à l'heure où je vous parle, le ministre conseiller, il a un chauffeur et un garde-corps. Voilà le personnel du ministre conseiller. Pas d'assistant. Il n'y a pas d'assistant. Pas de secrétaire. Pas de secrétaire. Je suis avec... Vous les avez vus dehors là. Mon garde-corps il est dehors, mon chauffeur il est dehors. C'est mon personnel ça. Pour travailler et avoir les informations, je m'assois sur le ministère de portefeuille, le ministre de portefeuille. Je demande les renseignements, on me les donne avec lesquels je travaille. C'est pour dire l'idée qui guide la gestion de cette innovation. Beaucoup de sobriété pour que ceux qui ont pensé que c'est ce que vous voyez, ce que vous pensez là. Qu'est-ce qu'on pense selon vous? Bon, quand on pense ministre, on pense tout un groupe de gens qui l'entourent, qui vont être payés. Oui, mais dans cette sobriété dont vous parlez, combien coûte un ministre conseiller aux contribuables béninois? Tu n'arrives pas, je n'ai pas les moyens de demander à un enseignant combien il gagne. C'est question de pudeur pour notre pays. Mais je vous avoue, c'est dans notre salaire que nous faisons tout. C'est ce que le chef de l'État vous a dit. Le carburant, les frais d'hôtel, tout. Je vous le dis clairement comme ça. C'est comme ça, c'est ce qu'on vous a imposé, c'est ça? C'est pas imposé, c'est le principe. Parce que le président, c'est quelqu'un qui sait gérer ces choses. Nous sommes à une phase expérimentale. Donc nous sommes loin de ceux qui pensent qu'on vous a ressuscité parce qu'on vous a vu il y a très longtemps pour vous confier un portefeuille de ministre conseiller, peut-être pour des raisons politiques. Nous sommes loin de cette façon de voir les choses. Nous, ou bien les 12 tous les ministres? Tous les ministres conseillers? Oui. On est 12. Oui. Oui. On pense que c'est pour satisfaire certains, c'est pour ramener certains sous les projecteurs, c'est pour contenter d'autres. C'est ce que beaucoup ont dit. Hein. Ah bon, moi je n'ai pas tellement eu cette info. Nous sommes dans la masse. C'est peut-être un sentiment. Mais votre cas, en fait, ce retour que vous faites à la tête de ce poste de ministre conseiller, ça a été négocié comment? Comment vous a choisi? Comment m'a choisi? Oui. moi, je ne sais pas. Je ne suis pas
à côté du chef de l'État, au moins il faisait. Donc j'imagine vous sa étiez à la composition. maison un soir, vous avez reçu un coup de fil Non, il faut dire que si nous voulons aller au fin fond, moi, vous permettez, hein, Allez-y. moi j'ai connu le président de la République actuelle pendant la campagne du président Yahya Boni en 2006. Vous étiez contre lui? Non, je suis de la campagne, Ah ok, d'accord. oui, 2006, au côté du président Talon. Nous étions tous de la même direction de campagne, Dans la même équipe dans la même équipe de campagne. pour soutenir Voilà. l'ancien président Yahya Boni. Voilà. Quand on a fini, on se fréquentait un peu. Ce qui m'a surpris, et c'est là où, après réflexion, je commence par comprendre un certain nombre de choses. Je l'ai croisé un jour. Je ne sais pas de quoi on parlait. Puis le débat de l'enseignement, le débat sur l'enseignement primaire est arrivé. Je vous assure, on a passé 3 heures d'horloge à parler de l'enseignement primaire et secondaire. Et je me rappelle encore, 2006, hein, je ne parle pas de... Ça quoi? Ça doit faire 19 ans maintenant. Ça va faire 19 ans. Oui. 2006. Mais 3 heures d'horloge. C'était devant le Berlin. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, si nous, je crois que c'est un cas de l'université qui passait, un cas de l'UNB, il disait, si nous assurons à tous les Béninois l'enseignement de base qui s'étend du cours primaire en 3e, ça fait 10 ans je crois, Oui. plus ce qu'on a fait à la maternelle, on est autour de 12-13. ans, que si on s'arrangeait pour que tous les Béninois systématiquement reçoivent cette formation de base, on aurait gagné en ressources, on aurait lancé notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que avec ça, si même vous voulez devenir professeur de philosophie agrégé, vous pouvez le faire. Si vous voulez devenir professeur de mathématiques, vous pouvez le faire. Si vous voulez être un menuisier moderne, vous pouvez le faire. Si vous voulez être un styliste, vous pouvez le faire. Si vous voulez être un entrepreneur, vous pouvez le faire parce que la formation de base est tellement bien faite que chacun peut se débrouiller à partir de là. Que lui ne voyait pas comment on envoie plus de 80 étudiants à l'université dans des cas, dans des conditions difficiles, il ne voyait pas ça comme ça. Et il était sérieux. Et quand je l'ai vu vraiment, Il vous a convaincu? je me dis, comment se fait-il qu'un homme d'affaires de cette envergure passe son temps à penser à des questions comme l'enseignement primaire et secondaire? C'est ça qui est peut-être... Il a eu de la mémoire et 19 ans après, il vous a choisi pour mettre en œuvre peut-être des idées que vous avez partagées. Parce que, en résumé, voilà. Alors, si la mission des ministres conseillers elle est si pertinente telle que vous articulez, vous défendez cela, pourquoi Talon a attendu la fin de son mandat pour prendre cette option-là? Il aurait pu la prendre depuis pour mieux renforcer, pour mieux appuyer, mieux certifier tout ce qui se fait sur le terrain, non? Certains ont pensé ça aussi. Mais je crois que ça veut dire que la réflexion a été... On a mis beaucoup de temps sur la pertinence. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire que cette innovation a pris beaucoup de temps de réflexion. Et le fait de commencer maintenant, parce que le président est dégagé maintenant, le président ne va pas aux élections. Vous suivez? Le président ne va pas aux élections, ça veut dire qu'il veut faire une année d'expérience avec le poste de ministre conseiller, tirer les conclusions. Si l'expérience marche, parce que nous aurons fait notre travail, ou même au-delà de ce que nous avons demandé, le collège de ministres conseillers rentrera dans l'architecture gouvernementale à partir des prochains mandats. Donc si ça ne marche pas, on peut vous raser rapidement. Dans la tête du chef d'État, c'est très clair. Mais ça dépend de nous. Le président a créé un modèle. Il a créé une innovation. Il nous revient, nous, par notre travail, par le sérieux travail,
par les résultats que nous aurons eus, de justifier qu'il était pertinent de créer. C'est facile la mission? La mission... En toute honnêteté. Facile de quel point de vue? Beaucoup d'années, 9 ans de réalisation. Si on s'en tient à tout ce qui a été fait, c'est beaucoup de choses. Comment vous allez sur le terrain pour dire aux populations, après 9 ans, voilà pourquoi on a pris telle option? Est-ce que sur le terrain, elles sont réceptives, ces populations? Oui, elles sont réceptives. C'est parce que nous sommes dans une posture qui ne nous permet pas de bien voir les choses. 9 ans, en 9 ans, qu'est-ce qui a changé? Et qui est perceptible chez nos populations? C'est un peu ça que vous demandez, non? Bien sûr. Parce que c'est un secret de polichinelle. Les gens se disent, mais il y a autant de choses qui ont été faites dans tel secteur, dans tel autre secteur, vous entendez la même chose. Ah bon, donc ils avaient fait ceci. Bon, finalement... Oui, effectivement, la première option au niveau du gouvernement, c'était de faire un peu de discrétion. Mais ça se justifie aussi. Le système d'avant avait fait beaucoup de bruit. Et au finish, on n'a pas eu beaucoup de résultats. Je crois que le système du président Talon a fait totalement l'inverse. Travailler beaucoup, profondément, avec très peu de bruit. Parce que vous voyez, on ouvre la voie qui mène de la présidence à la loterie et à l'aéroport. Le boulevard de la Marina. Le boulevard de la Marina, avec la statue de l'Amazon. De l'Amazon. Mais en tout temps, on aurait fait une inauguration d'au moins 10 000 personnes. Vous savez de quoi je parle? À l'époque où vous étiez de l'autre côté. À l'époque où nous étions de l'autre côté. Ça vous réjouissait? Toutes les dames allaient s'habiller en vert, en jaune. Tous les rois allaient descendre. Vous aussi, dans un beau costume. Nous étions de leur nombre. Ça vous plaisait? On était les obligés de la République. Donc, c'est un changement radical. D'accord. De toute façon, il ne ferait jamais Amazon, il n'aurait jamais l'esprit de faire Amazon. Pour l'ancien président, l'étoile rouge, ça suffisait. Il faisait son défilé là. Vous vous rappelez, non? On bloquait l'étoile rouge, on faisait défiler à l'étoile rouge. Et chacun rentrait chez lui. Et l'étoile rouge a été conçue par le président Maté Kérékou. Donc, lui, ces choses ne l'intéressent pas. Allez, on va finir sur ce chapitre-là, oui. En revenant sur les ressentis des populations. Oui. Les ressentis que vous enregistrez sur le terrain, comment vous les remontez? Il y a deux types de ressentis. Vous me permettrez de détendre un peu? Oui, si possible même de donner quelques anecdotes, si vous en avez. On a demandé aux policiers de ne plus toucher au taximan qui quitte Hilakodi pour Cotonou. De ne plus les toucher. Le policier est fâché. Vous savez ça? Il est fâché pour des choses que nous connaissons tous. Maintenant, on a dit au taximan que c'est une personne côté nos chauffeurs et 3 personnes derrière. Initialement, il mettait 2 personnes devant, à côté du chauffeur, devant, et 4 derrière. Quand on lui a dit ça aussi, qu'on va plus charger, on ne va charger que 4 personnes, et que en plus, le péage de Ouidah est passé de 300 francs à 400 francs, lui aussi, il est fâché. Il est fâché. Ça fait 2. Il y avait combien de personnes fâchées là? 2. C'est ce qu'on appelle les ressentis. Il y en a d'autres, hein, les fâchés. Quand on rentre dans le monde agricole, il y en a assez là-bas aussi. Je peux vous faire la litanie des fâchés. Je peux vous faire ça. Donc vous avez fait de la République une République des fâchés. Donc, on a interdit les partis politiques dans le modèle d'avant, en faisant système partisan. Ils sont fâchés aussi? Parce qu'à l'époque, avec 12 suffrages, vous avez un député que vous transportez sur le marché de l'Assemblée
Et les gens qui ont les moyens achètent et vous faites un groupe parlementaire, vous faites majorité à l'Assemblée. Et en retour, vous trouvez quelque chose, soit un portefeuille ministériel ou autre. On a supprimé ça du jour au lendemain. On a reformé. On a reformé. Disons, on va dire, on a reformé. Eux aussi, ils sont comment? Ils sont fâchés. Ils sont aussi fâchés. Nous sommes d'accord? On a demandé aux enseignants du supérieur qui enseignent à la médecine, qui travaillent là-bas, de ne plus avoir de cabinet concurrent. De choisir le camp. Choisir le camp. Or, ce double niveau de travail procurait 2 revenus. Puis, on a dit maintenant, ou vous êtes dans le privé, ou vous êtes au CNHU. Bon, ceux qui étaient dans ce système-là, eux aussi, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Et pour le cas des journalistes? Bon, les journalistes avant, quand vous venez voir M. Ouessou, vous allez travailler beaucoup pour trouver une faute au ministre et vous le faites chanter. Ah oui? Oui. Non, vous avez dit trouver une faute. S'il n'y en a pas, le journaliste ne dira pas. Même les fautes non créées. On fait tout pour trouver quand même. On fait tout pour trouver. On le fait chanter. Oui. Il est ministre, il a garé sa voiture plaque bleue devant une église céleste. Et c'est le dimanche qu'on doit amener les voitures du officielles service à l'église. On a pris la photo, vous n'étiez pas au courant. Avec la gouvernance de ce temps-là, les partis de l'autre côté ont commencé par crier. C'est les voitures de l'État qu'on amène maintenant à l'église. Et ça commence. Mais comme vous n'avez pas envie que le président vous interpelle, vous crie dessus, vous menace de vous remplacer parce que vous créez trop de problèmes, vous courez derrière les journalistes. Pour que vous n'en parlez pas beaucoup. À l'occasion, on fait les choses qu'on doit faire pour que les journalistes n'en parlent pas. C'est pour ça que vous avez voté le code numérique. Et donc, là où c'est amusant, c'est que là, ils sont là. Ils sont fâchés aussi. Parce que leur activité est liée au nombre de partis qui vivent. Il y avait 300 partis. Et vous travaillez avec les 300 partis. Vous voyez que le marché était important. Maintenant que le marché est réduit à 5 partis, votre activité aussi a baissé. Puis on ajoute le code du numérique. Et nous sommes fâchés. En matière de presse. Vous aussi, vous êtes fâchés. Plus sérieusement, la parole dit que on les a tous rendus pécheurs pour leur accorder eux tous la grâce. Ces souffrances que nous avons tous endurées ne peut produire que de très bonnes choses pour tous après. Je ne sais pas si je fais clair. Parce que tout le monde a payé un peu. Parce que tout le monde a accepté un peu la résilience. Parce que tout le monde a fait un peu de violence par rapport à nos habitudes, pas tout à fait orthodoxes. C'est ça qui nous donne la garantie que bientôt tout le monde va se retrouver plus fâché, mais au moins en train de vivre un Bénin qui procure aux Béninois la joie de vivre à travers leur salaire, à travers l'écolage de leurs enfants, à travers tout le reste. Vous êtes venu certainement avec une voiture ou une moto. Si la route qui vous amène de la maison ici est confortable, c'est déjà ça. Si, qui plus est, les salaires arrivent à un niveau où les journalistes peuvent contracter avec la cité Ouedo, prendre une maison moderne dans un environnement sain à 22 millions et vivre là avec son épouse tranquillement. Si après encore, on trouve un financement, comme dans les pays développés, parce que nous sommes convaincus que lorsque la classe moyenne est développée, le pays se développe. Mieux. Si eux aussi, on trouve un contrat avec les entreprises qui vendent des véhicules, qui leur font un prêt sur 5 ans,
voiture neuve, hein, sur 5 ans, et que vous payez aussi par tempérament, je crois que tout le monde commence par se retrouver dans le monde que le président Patrice rêve de bâtir. Oui. Allez, Eric, on va aborder Oui, justement, la deuxième partie de notre justement faire discussion. l'état des lieux dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Oui. Alors, quelle était la situation dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle avant l'arrivée du chef de l'État? C'est avec gravité que je le dis. Tous les facteurs n'étaient pas au niveau. Tous les facteurs. Il faut 3 choses, hein, dans l'enseignement. Oui. Il faut d'abord de bons formateurs. Deuxième chose, de bons curricula. Troisième chose, de bons plateaux techniques. Tout ça avait manqué. Mais au-delà de ça, la répartition du travail pour l'apprenant n'était pas ce que nous voyons. Vous voyez quelqu'un qui a fait le DTI, on ne peut pas lui confier une maison à sa sortie. On ne peut pas lui confier à construire un module de 3 classes. Il ne sait pas le faire. C'est une insuffisance. C'est une suffisance. Bien dans le nouveau programme, ce qui est en train d'être conçu, à partir de la 2e année, il doit commencer par aller sur les chantiers. D'accord. C'est ce qui demande les accords de partenariat avec les entreprises privées qu'on va mettre aux normes. On dit, telle école, telle année, il y a tel chantier que tel entrepreneur a pris. Ils vont directement sur le marché. Alors, Ce n'est pas un traitement, hein, c'est du réel là. C'était un manque de volonté politique où on n'avait pas véritablement les moyens d'aller à ce que vous voulez faire maintenant. Vous allez me permettre d'aller un peu en profondeur. La première génération a été formée. La deuxième qui est formée, la deuxième génération forme la première. La troisième devient conseiller pédagogique, pendant que la quatrième vient. La cinquième arrive, la première promotion devient inspecteur. Elle est déjà proche de la retraite. Avant la sixième promotion, il est parti à la retraite. Retraite. Et celui qui était conseiller pédagogique devient inspecteur. Vous savez ce que ça veut dire? On a formé les personnes là pour faire l'enseignement, qui vont former encore d'autres enseignants, qui vont encore former d'autres enseignants. Et, in fine, personne ne passe pour faire le travail pour lequel il a été formé. Excusez. Vous avez compris le mécanisme? Oui. Compris le mécanisme? Donc c'était un vrai problème. C'était un vrai problème. Ça veut vous dire avez qu'on formé, avait misé beaucoup plus sur la théorie. il n'y a que la théorie qui vous donne les équivalences de diplômes qui vous permettent d'aller faire l'université. Quand vous faites l'université, vous trouvez du travail. Parce que peut-être vous êtes relativement jeune, je vais vous rappeler quelque chose. En 75, à partir de 75, lorsque vous finissez l'université, l'État, le mercredi qui suit, vous répartit systématiquement dans tous les ministères. Systématiquement. Donc, la population, les parents, les étudiants, les apprenants même savent que dès que j'ai fini la licence, j'ai fini la maîtrise, je suis automatiquement réparti dans un ministère. C'était ça. Ça a duré 75 jusqu'en 86. En 82, nous, on nous a demandé qu'avant de faire les écoles, il faut qu'on prenne un engagement sur 10 ans. Qui nous obligeait à travailler pour l'État pendant au moins 10 ans avant de partir. Lorsque j'ai un papier comme ça dans la poche, je suis dans l'ancienne vision. Travailler seulement veut dire travailler pour l'État, secteur public. Donc on ne faisait aucun cas, mais alors aucun cas du secteur privé. D'accord. Alors, aujourd'hui, que prévoit concrètement cette réforme dans le secteur de l'enseignement technique pour que nous soyons loin de cette réalité? Voilà. En fait, pour en finir avec le chômage de masse, il faut que l'apprenant vienne dans les lycées et centres de formation pour l'acquisition d'un savoir-faire. Est-ce que nous avons... d'un savoir-faire. Avant,
d'avoir le diplôme. Le savoir-faire, c'est quoi? On vous dit d'élever un mur à 3 mètres de hauteur. Prenez l'équipement, vous élevez le mur. Mais ce n'est pas dit seulement, pour élever le mur, je mets entre les parpaings des mortiers, je taloche avec ceci. Ça, on peut le faire avoir avec Sylvain. Mais quand on vous remet la truelle, l'équipement, les outils de travail, vous ne savez pas faire. C'est ça qu'on veut éviter maintenant. D'accord. En quoi faisant concrètement et C'est pratiquement? pour ça on a dit maintenant que dans les partenariats que nous aurons avec les privés, c'est 70% de pratiques réelles, pas de TPE seulement, pratiques réelles, et 30% de cours théoriques. Pratique réelle veut dire quoi? Vous avez vu à côté, on a de construire le marché Ganki, au terrain là. Ok? Ce marché-là est réalisé par des entrepreneurs. Il se trouve à côté une école de formation en BTP. Eh bien, les responsables de cette école vont vers l'entreprise qui est à côté et disent, voilà, tout ce qui est élévation de murs, tout ce qui est pépissage, tout ce qui est chose, moi je m'engage à le faire, je prends une caution, je le fais, vous me payez. J'ai de la main-d'œuvre. J'ai de la main-d'œuvre. Ouais, c'est pratique. Alors, quand on met l'accent sur la pratique à 70%, il faut des infrastructures, il faut des outils pour permettre aux élèves justement de travailler. Nous avons vécu cette époque où on nous mettait dans les laboratoires sans rien, vide, et on nous demandait de transformer des solutions, comment on allait le faire. Est-ce qu'on ne va pas revivre ça? Revivre quoi? Des laboratoires vides, des lycées techniques vides. Avec quoi les enfants vont apprendre? Vous allez voir les images de ce que le président de la République a prévu pour les lycées techniques. Ces questions seront du passé. Nous l'avons entendu dans plusieurs discours annoncer ces lycées. Ces lycées n'ont jamais vu le jour. J'étais dans un centre hier, un centre privé, Esmer, à Alada. C'est exactement ça que le monsieur fait. Tous les apprenants avaient l'équipement pour travailler. Ils étaient 50 envoyés par la CEDEAO. Bon, Alada, là. C'est privé, hein. Aujourd'hui, nos lycées techniques, ils sont combien? Suffisamment équipés sur l'ensemble du territoire? Non, il n'y a pas de lycée technique équipé aujourd'hui. C'est le nouveau programme qui fait 30 lycées techniques agricoles à construire et à réhabiliter, 16 lycées techniques professionnels à construire et à réhabiliter, 8 écoles de métiers, l'école normale supérieure et l'école de mathématiques. Oui, à construire. Depuis des années, on entend le chef de l'État le dire très souvent dans ses discours. Les actions sont annoncées, mais le concret sur le terrain, c'est pour quand? C'est pour ça que je suis arrivé. Quand vous dites le concret sur le terrain, vous êtes dans ce milieu-là. La partie soft, la partie intellectuelle, la partie conception, elle est plus difficile et plus lente, plus longue que la partie réalisation. Pour dire concrètement quoi? Je sais que le programme a dépassé, a déjà démarré. Vous n'êtes pas au courant de ça. On a déjà envoyé 24 formateurs en formation à l'étranger. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est 3 choses. C'est la formation des formateurs, c'est les curricula, et les bâtiments viennent en dernière position. On a déjà envoyé des béninois en formation. Où sont-ils? Ils sont repartis pour aller renforcer encore parce que le plateau technique n'est pas encore prêt. Et le président n'aime pas demander des plateaux usagés. Les étudiants envoyés en formation à l'extérieur, vous pensez qu'ils vont revenir? On a eu la chance. Il y a un qui est resté tellement bon que les pays l'ont recruté en même temps. En même temps, oui. Mais pourtant, c'est à nos frais. Il y a des aménagements pour que ces choses-là n'arrivent plus. Mais c'est aussi un signe de fierté. Si un Béninois d'ici, enseignant d'ici, va à une formation à l'extérieur et qu'il a plu à l'extérieur de le recruter, moi je crois. Ah non, il est parti. On est perdant, mais dans le soft power, on est un peu fier, quoi. En se disant, s'il a été en France, qu'on l'a pris parmi les premiers, maintenant, ce n'est pas recommandé. Nous voulons qu'ils reviennent ici, tous.
Alors, former d'autres jeunes. Peut-être qu'il reviendra dans 5 ans, avec un autre niveau, avec un autre profil, pour venir. Qu'on va exploiter. Donc, en ce moment, sur ce projet de construction de ce lycée, vous êtes encore dans des réflexions intellectuelles avant de lancer les travaux, c'est ça? Les travaux vont être lancés bientôt. En fait, il y a plusieurs partenaires de rang mondiaux. Plusieurs partenaires qui nous soutiennent. Parfois, il y a des différences de calendrier entre 2 partenaires qui nous financent. Le gouvernement choisit de ne pas aller à 2 vitesses. Et ce mois, ces raccordements vont être réglés. Ces synchronisations, je voulais dire, vont être réglées. Ça va être lancé. Mais soyez sûrs. Sur la question, tout le monde est prudent quant à l'annonce d'une période pour lancer, pour voir sortir de terre les lycées techniques qui sont promis depuis fort longtemps. Pourquoi cette réserve? Le président le plus impatient. Nous encore plus, parce qu'il l'a annoncé plusieurs fois à l'Assemblée lors de ses discours à la Le président le plus impatient. C'est vrai qu'il a lancé un délai. Quand nous avons abordé la question, ce pourquoi on a laissé était aussi important. Donc on dit souvent chez nous, il vaut mieux peut-être aller un peu doucement pour rattraper le temps après. Mais je vous assure, on ne dépassera pas le délai, même avec le léger retard que nous avons. Allez, on vous aura compris, ça promet sans doute de bonnes choses. Alors, vous avez insisté tout à l'heure que c'est désormais du 110% contre 30% de théorie, donc une façon de mettre l'accent sur des travaux pratiques pour les apprenants. Alors, que prévoit d'autre la réforme en termes de révolution? Pour que quand un étudiant sort de ces lycées, il soit en mesure de s'auto-employer. Bien, le programme prévoit de former des apprenants qui auront une qualification aux standards et aux normes internationaux. Le niveau de la formation est très élevé, au même niveau que le plateau des enseignants. Ça, c'est la première chose. L'avantage que nous cherchons dans cette qualité-là, c'est que les multinationales ou les entreprises nationales qui veulent s'installer chez nous n'aient aucun problème pour trouver la main-d'œuvre en grande quantité et d'une qualification élevée. C'est un des critères qui attire les opérateurs nationaux et surtout internationaux. Aujourd'hui, les opérateurs qui sont installés sont obligés soit de faire venir la main-d'œuvre de l'étranger, soit de former rapidement des personnes ici. On a un décalage de 3 ans. En principe, la ressource humaine devait être disponible 3 ans avant l'arrivée des industries. Tout le Bénin dont vous rêvez là, c'est pour quel horizon? 2031-2036. Pratiquement. Vous savez que dans l'enseignement, si vous mettez quelqu'un à l'école pour 7 ans, pour une formation technique, si vous le mettez en 2025, non? Ils sont ingénieurs quand? Dites-nous, monsieur le ministre. Non, allez-y. Ça dépend de la formation. Non, disons une formation de 7 ans. Ça veut dire qu'un sera en 2032? S'il fait une formation de 5 ans. 2030? 2030. S'il fait une formation de CAP, 3 ans. 2028? 2028. C'est pour vous dire que les programmes au niveau de l'enseignement, c'est pas comme on fait construire de bâtiments. Et vous n'allez apprécier que lorsqu'il a fini. C'est ça. Nous sommes d'accord. Il n'en est pas ainsi de tous les secteurs. Donc, il faut du temps pour démarrer, corriger, accélérer. Monsieur le ministre, on va parler sur le terrain politique, mais avant, est-ce qu'il y a quelque chose là que nous n'avons pas relevé et qui semble vraiment important? On parle également des unités économiques à vocation pédagogique dans les lycées techniques. De quoi il s'agit en fait, c'est une conception nouvelle. Ça existe, mais c'est au Bénin maintenant qu'on va le développer. D'accord. Allez. Politique, Expédie Wessou. Je voulais en parler un peu d'abord. Nous avons quelques minutes encore. Quelques minutes. Allez-y. En fait, c'est fait en sorte que l'école elle-même
produisent au moins 60 à 70% des ressources internes. Et que l'État accompagne avec la mise en place des infrastructures, on peut amortir, comme on peut pas dire. Mais au moins, l'école va assurer les frais de fonctionnement, les frais de remise à niveau. Si on ne faisait pas comme ça, le jour où l'État central aura des problèmes, ça veut dire que le lycée va fermer. C'est ça. C'est pour ça que nous ne voulons plus qu'on ait dans un lycée une section froid et climatisation et qu'on aille chercher des prestataires extérieurs pour venir entretenir le climatiseur qui est dans le bureau du proviseur. Voilà. Monsieur le ministre, allez, nous allons vous contraindre à un exercice un peu difficile sur le volet politique. Vous allez être assez concis sur les réponses. Allez, certains ont dit que c'est de la remontada pour vous depuis que vous avez été nommé. Moi, je n'ai pas bien entendu. À votre nomination, remontada. On parle de remontada. C'est vous qui avez utilisé ce thème-là ici. Alors, oui, si c'est nous ou si c'est d'autres personnes, où était passé justement Espedi Ouessou, on ne le voyait plus du tout. Rapidement, quelques mots. Vous savez, j'ai servi sous le président. On a dit que les réponses devaient être concises parce que... Non, j'étais au back-office. Ouais. Il y a des activités qui vous amènent au back-office. Et par moment, il y a des activités qui vous amènent au front-office. C'est ça. J'étais au back-office. Maintenant, vous êtes... au front-office. Voilà. Pour avoir collaboré avec l'ancien régime, si on vous demandait de faire une comparaison des pratiques, que diriez-vous maintenant que vous êtes dans un autre système politique? Vous voulez comparer le régime de Talon au régime de Yahi, c'est ça? Vous en connaissez... c'est ça que vous voulez comparer, non? Oui. Soyez direct. Non, allez-y, c'est ce que j'ai dit. C'est la question. L'ancien régime. Non, il y a une différence de méthode. Je ne veux pas parler de vision. Parce qu'on peut avoir vu les mêmes choses à l'étranger et ne pas comprendre. Quelqu'un a écrit, un auteur français qui a écrit un très bon livre, il s'appelle Descartes, Discours sur la méthode. Depuis 9 ans, je suis là au gouvernement depuis 4 mois, plus 9 ans, à part 2 ou 3 conseils des ministres, il n'y a pas de conseil de ministres qui ait duré plus de 30-45 minutes. Vous voulez dire quoi? Avant, il y a des conseils des ministres qui ont duré 2 semaines. D'accord. C'est pas sérieux. Comment 2 semaines? J'étais là. Le conseil des ministres va durer 2 semaines. 2 semaines. Sans compter les multiples conseils extraordinaires. Qui se tenaient à tout le monde, c'est ça. Bon, 2 semaines, peut-être qu'il y avait de gros dossiers qui nécessitèrent l'attention des ministres. Ce qui a duré 2 semaines, il y a un autre conseil des ministres qui a duré 3 jours. Allez, alors, pourquoi malgré tout ce qui se dit en... Non, c'est pas fini. Oui, on devait aller rapidement. Vous voulez avoir la méthode? Vous voulez la méthode? Le seul exemple, je crois qu'on... Vous avez un autre exemple? C'est important. Oui. Les ministres qui sont au gouvernement actuellement ont fait 9 ans. Vous savez ça? Sous le président Talon, les ministres font en moyenne 9 ans. Ils sont presque sûrs de faire 10 ans. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Si on prend le cas typique de la période, on a fait les élections présidentielles du président Talon en 2016. En 2019, il y a eu élection législative. Oui. Qu'est-ce qui suit après? Après une élection législative, qu'est-ce que nous faisons, messieurs les journalistes? Remaniement. On fait un remaniement. En 2020, il y a les élections municipales. Qu'est-ce qu'on fait? On réaménage l'équipe. Monsieur le ministre, allez au bout de vos idées. Allez au bout de vos idées. Allez-y, allez-y. On fait encore remaniement. En 2021, il y a eu élection présidentielle. On fait encore remaniement. En 2023, il y a eu encore élection législative. Et ça, c'est un problème pour vous? Vous ne pouvez rien faire de profond. D'accord.
Rien fait de profond. Alors, est-ce que Patrice Talon va partir en 2026? Parce que malgré tout ce qu'il dit, ça ne passe pas. Beaucoup pensent que c'est... Qui va rester? Vous pouvez reprendre la question? Partira ou partira pas? C'est plus simple. Dites-nous oui ou non. Il partira. Merci. Non, attendez. Non, mais... Attendez. On a épuisé le temps. Petit développement. Pourquoi ça fait 2 ans que le président dit? Ça fait 3 ans qu'il le dit. Les journaux nationaux ont dit. Les journaux internationaux ont dit. Tout le monde dit. Le président l'a dit plusieurs fois. Et chaque fois, vous dites. Finalement, messieurs les journalistes, je vais vous dire quelque chose. C'est les amis d'en face qui ne veulent pas que le président parte. Vous êtes sûr? C'est les amis d'en face qui, à force de dire. Effectivement, il y a une nuance. On ouvre les chantiers comme si de rien n'était. Avant, à un an des élections, surtout majeures, on arrête tout. Est-ce que vous avez senti que les travaux sont arrêtés? Ça continue. Ça continue comme si de rien n'était. Allez, Monsieur Espedi Wessou, oui. La télé, c'est une question de temps. Nous sommes obligés de mettre un terme à nos discussions. Oui. Le plateau, il est à vous. Hein. Vous êtes libre à tout moment. On peut revenir sur d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Être sur le plateau, c'est aussi être sur le terrain. C'est la même chose. C'est aussi un petit terrain. C'est un terrain aussi. Allez, quand vous voulez conclure cette émission, votre mot de la fin, en quelques secondes. Oh, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais avec vous. Quand je voulais vous voir avant pour mes opérations commerciales, je suis heureux de vous retrouver. Avec votre concours, nous allons porter le message plus loin. Et nous allons vous demander de nous appuyer, soit dans les studios, soit sur le terrain. Vous avez oublié, on est fâché. Hein? On va défâcher tout ça. On va gérer. Allez, Espedi Wessou, on a passé 1 heure environ avec le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. J'étais avec Eric. Eric, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation et vous, téléspectateurs, qui êtes restés jusqu'à la fin. On se reprend dimanche prochain.